Mais merci beaucoup d'être là. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien Bloom Time. Donc, nous réalisons une série consacrée à la manière dont on peut améliorer sa vie, à l'art de vivre. Et Margot Méran, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre. Vous êtes docteur en philosophie et en psychopathologie, vous êtes normalienne et vous allez publier au mois d'avril un livre qui s'appelle La maladie du faux soi. Donc vous allez nous expliquer quel est ce faux soi, qui sort aux éditions Hermann. Alors cette réflexion, elle est très intéressante parce que, bien entendu, elle parle des personnes qui ne se sentent pas bien, mais on sent aussi qu'il y a toute une réflexion sur la manière de devenir soi-même, une forme de quête de soi dans notre société qui est un peu perpétuelle et dont parfois on n'arrive pas à se sortir, plusieurs soi entre lesquels on se sent pris aussi, voilà. Donc je ne sais pas, pour commencer, si vous pouvez peut-être de manière assez simple pour ouvrir la réflexion, mais nous expliquer peut-être votre vision de l'anorexie mentale. Qu'est-ce que c'est que cette anorexie mentale et comment elle se structure avec cette idée du self? Si on a bien compris, vous dites c'est pas uniquement l'anorexie mentale, c'est pas uniquement une négation de l'esprit sur le corps, une négation du corps, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors en quoi est-ce plus compliqué et en même temps est-ce qu'il est possible de le dire simplement? Oui. Alors, je ne sais pas s'il est possible de le dire simplement, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir l'anorexie mentale comme une sorte de désir de toute puissance, de contrôle absolu de l'esprit sur le corps. Et les thèses dont je suis partie pour les retravailler, qui sont celles d'une chercheuse qui s'appelle Dorothée Legrand, qui est docteur en psychologie clinique et chercheuse aux archives UCERN à l'ENS. C'était l'idée qu'en fait il y avait un travail sur le corps était sculpté, donc non pas seulement nié ou détruit, mais reconfiguré en quelque sorte, pour exprimer en fait adéquatement le soi, exprimer une subjectivité ou une personnalité qui sans ça aurait été invisible et aurait manqué de reconnaissance. Et donc il y a l'idée que l'anorexique instrumentalise son corps, c'est-à-dire qu'elle s'en sert, elle exploite la matière de son corps pour communiquer une information sur sa personnalité profonde qui sans ça serait invisible et incommunicable et qui provoquerait une souffrance en quelque sorte par l'absence de reconnaissance. Et l'idée que j'ai développée en partant de ces thèses, c'est que je me suis aperçue que c'était vrai en partie, mais que paradoxalement, il y avait toute une stratégie dans l'anorexie mentale qui visait non pas seulement à faire du corps l'expression fidèle d'une subjectivité profonde, mais à échapper en quelque sorte à une injonction sociale très forte, justement d'exprimer le soi, d'être performant en quelque sorte, d'exprimer un soi mais qui corresponde à une image de réussite sociale. Et donc je me suis aperçue qu'en fait il y avait une forme de stratégie qui était infiniment plus complexe et où d'une certaine façon ce qui est exprimé, ça n'est pas la véritable personnalité à travers le corps maigre, mais c'est un genre de personnalité ou un faux soi, ce que Winnicott appelle le faux soi, mais on aura peut-être l'occasion de le définir, qui permet de renvoyer superficiellement une image de maîtrise et de réussite sociale, mais qui ne correspond pas vraiment à l'identité réelle. C'est-à-dire que le corps devient un instrument d'opposition ou de rébellion peut-être contre un soi dont on ne veut pas, c'est un peu ça l'idée? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au fondement de l'anorexie mentale, il y a une honte profonde que le sujet éprouve pour lui-même et qui est antérieure à la maladie. Donc ça, c'est assez important parce que ça veut dire qu'on considère souvent que les problèmes commencent avec la maladie. Or, en réalité, il y a tout ce que les psychiatres appellent la personnalité prémorbide et qui est en fait, qui contient tous les antécédents de la maladie mentale et qui font qu'à un moment donné, selon un concours de circonstances, elle peut se déclarer, mais parce qu'il y avait toutes sortes de dispositions psychologiques, affectives dans la personnalité du sujet avant qu'il tombe malade en quelque sorte, et qui rendent ça possible. Et c'est vrai que parmi ces dispositions, il y a souvent une honte profonde effectivement du soi, un désir de dissimuler quelque chose dont on a peur que le corps le trahisse en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a peur justement que le corps communique involontairement quelque chose de ce soi profond, mais presque à l'insu du sujet. Et puis aussi souvent un rapport qu'on appelle dépersonnalisé au corps, c'est-à-dire que les personnes qui deviennent anorexiques vivent pendant des années avec le sentiment que leur corps ne leur appartient pas tout à fait
et ont une certaine extériorité, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à le percevoir de l'extérieur plutôt qu'à le vivre de l'intérieur, comme étant véritablement le leur. Donc elles ont pas un sentiment d'appartenance et de familiarité, et elles ont déjà tendance à voir leur corps à travers l'image corporelle, c'est-à-dire vraiment, par exemple à travers l'image dans le miroir ou à travers la médiation du regard de l'autre tout le temps, à se demander en fait comment elles apparaissent à l'autre, et comme si cette image, cette apparence était quelque chose qui leur échappait tout le temps et qu'elles avaient sur quoi elles avaient toujours besoin de se régler, d'où une tendance à scruter le corps, à vérifier, comme si vraiment le corps allait justement, qu'il y avait une sorte de rapport un peu angoissé et paranoïaque au corps, comme s'il avait le pouvoir de révéler un certain nombre de choses par lui-même, qui échapperait totalement à la maîtrise consciente et à l'idée que le sujet se fait de lui-même. Et ça, c'est assez intéressant. C'est quoi ça veut dire, pour bien comprendre, hein, parce que ça veut dire que l'anorexie est une tentative d'affirmer un autre soi, un autre soi-même, c'est ça? Oui, je pense, oui, profondément. C'est une lutte au fond, c'est ça, une lutte entre plusieurs imaginaires de ce que l'on est, plusieurs imaginaires de soi. Complètement. Oui, je pense que les personnes qui deviennent anorexiques se construisent narcissiquement en grande partie sur un déni ou une amnésie, enfin un oubli de toute une partie de leur personnalité qui est refoulée parce que ça fait l'objet d'une honte. Justement, il y a cette idée que le soi dans sa nature profonde n'est pas acceptable tel qu'il est, qu'il n'est pas aimable tel qu'il est. Et donc il y a toute une partie de l'héritage personnel, de l'histoire familiale et de la façon dont le soi s'est construit à travers cet héritage, cette filiation, qui est vraiment profondément rejetée à la racine. Et je pense que, et ça par exemple Muriel Darmon dans son essai sociologique sur l'anorexie mentale qui s'appelle Devenir anorexique en a beaucoup parlé, il y a vraiment l'idée que dans l'anorexie, la personne se donne une deuxième, elle se donne une deuxième naissance, qui est aussi une renaissance sociale. C'est-à-dire que souvent le fait d'être maigre permet une ascension sociale, le fait d'appartenir à une classe sociale supérieure, le fait de, comme elle le dit, il y a toute une culture du corps, mais qui permet effectivement d'une certaine façon au sujet de se réinventer. Il y a presque un fantasme finalement d'autodétermination totale du sujet, c'est-à-dire que d'autogenèse, c'est-à-dire qu'il se donne à lui-même une deuxième naissance. Et donc ça, c'est vrai que c'est là-dessus que mes thèses étaient en tension avec celle de Dorothée Legrand, parce que je me rendais compte qu'en fait, dans l'amaigrissement, une des sensations les plus premières finalement, c'est que les anorexiques se regardent et il y a une forme de jouissance du sentiment d'étrangeté qui se dégage de cette apparence où elles se disent mais c'est vraiment moi, j'ai vraiment réussi à faire ça, et d'un seul coup il y a cette image du corps qui est comme un soi idéal mais qui aurait été projeté, qui s'est matérialisé comme ça dans une image. Et il y a une sorte de griserie, de jouissance à l'idée d'avoir réussi à accomplir ça, mais comme si c'était vraiment une forme de, une imposture très réussie en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc quand l'anorexie, parce que l'anorexie peut conduire au tragique, l'anorexie peut conduire à la mort pour certaines ou certains. Donc quand l'anorexie prend ce chemin-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une forme d'enfermement dans cette tentative cette fascination, vous dites, de ce nouveau soi, une sorte d'attraction peut-être un peu morbide, pour dire les choses trivialement, vers ce soi. Ou est-ce que c'est au fond, vous disiez aussi, il y a une tentative de devenir quelqu'un d'autre peut-être à travers ça? Est-ce que c'est cette tentative de rédemption qui ne parvient pas à se faire? Enfin, comment on passe de l'anorexie à une situation qui peut devenir dramatique dans de nombreux cas d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, c'est une maladie mentale avec le plus haut taux de mortalité, effectivement, souvent. C'est vrai que c'est intéressant que vous ayez utilisé le terme de rédemption aussi, parce qu'il y a toute une dimension un peu mystique aussi ou religieuse de l'anorexie mentale. Ça, j'avais lu Marie Claes qui a écrit un roman autobiographique qui s'appelle Légère, elle le mettait vraiment en évidence, cette idée qu'il y a une forme de quête d'immortalité et qui est quasiment le désir d'avoir un corps glorieux, enfin je veux dire pour le coup vraiment dans le vocabulaire chrétien, mais il y a presque cette idée effectivement d'accéder à un genre de vie, un genre d'existence surnaturelle ici-bas, c'est-à-dire d'être déjà sur Terre dans une forme d'existence qui serait transcendée et qui serait quasiment divine.
Ça, c'est vrai que c'est très puissant comme ressort. Et c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction profonde même par rapport on va dire à la nature finie de l'existence humaine. Je pense que aussi au cœur de l'anorexie mentale, il y a cette idée que l'individu ne s'est pas accordé avec l'idée de sa propre mortalité, de sa propre finitude, et avec l'idée que le corps est quelque chose de corruptible, que le corps évolue. C'est vrai que dans l'anorexie, il y a un désir de ramener le corps à l'os, parce que d'une certaine façon, l'os, c'est quand même l'élément du corps qui est en apparence le plus incorruptible, le plus identique à lui-même. C'est-à-dire qu'en principe... Et le plus éternel pour autant qu'on puisse, le plus pérenne tout au moins. Oui, le plus pérenne, exactement. Exactement. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se joue. Alors, j'en avais parlé avec plusieurs psychiatres en leur disant, c'est vrai que il faudrait faire une sorte de typologie un peu, parce que entre les anorexiques qui vont jusqu'à la mort et celles qui réussissent à avoir un désir de guérison, on se demande un peu ce qui se passe, parce que oui, c'est vrai que d'une certaine manière, comme j'ai défini moi-même l'anorexie comme une stratégie qui est très volontariste, qui est très rationnelle, avec vraiment une finalité qui est très organisée, qui n'est pas quelque chose de l'ordre d'un suicide. C'est ça que j'étais pas d'accord avec Lacan qui disait que c'était un suicide différé. Je pense pas. Je pense que c'est une manière de se rendre tolérable une existence qui sans ça ne l'est pas. Et donc c'est plutôt un mécanisme de survie qu'un mécanisme suicidaire en réalité. Mais c'est vrai que... Et donc, généralement, il y a un point décisif de bascule où la personne se rend compte que par rapport au but qu'elle s'est donné, justement l'anorexie devient contre-productive. Et donc elle a quand même la rationalité nécessaire pour se soigner et puis finalement entreprendre d'autres manières d'exister. Tandis qu'il n'y a pas forcément ce point de bascule effectivement chez toutes les anorexiques, et donc pourquoi certaines vont jusqu'à la mort. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question, parce qu'on se demande effectivement le critère de différenciation entre les deux. Pourquoi et je suis pas sûre que ce soit un désespoir qui fasse la différence. Parce que justement, je pense qu'il y a celles qui vont jusqu'à la mort restent dans une quête totalement irrationnelle d'immortalité, de réussite effectivement, et n'arrivent pas à se déprendre de cette solution qu'elles ont trouvée. Elles n'arrivent pas à en envisager d'autres. Il n'y a pas de désir de mort en fait. C'est-à-dire que même la mort peut être la quête d'un autre chemin. On cherche une autre voie et on va jusque-là. Et à l'origine, il y a souvent un traumatisme donc ce traumatisme en général impose une altération de ce que l'on voudrait, un autre soi peut-être que je ne sais pas si c'est ça, qui fait qu'on a envie. On a le sentiment qu'avec un traumatisme, on cherche à nous imposer un autre soi que celui auquel on aspire. Et donc c'est ce soi-là artificiel, imposé, qu'on cherche à fuir un peu, c'est ça? Oui. Oui. Oui, ou peut-être, je ne sais pas, mais quand c'est lié à la dépression, parfois les gens qui sont déprimés boivent beaucoup d'alcool, qui deviennent alcooliques. Il y a d'autres gens qui se font mal avec la nourriture. Oui. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'à la mort, parce qu'inconsciemment ils cherchent à mourir. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir cette pulsion de mort, et la dépression étant quand même le soubassement clinique le plus fréquemment associé à l'anorexie mentale. Et ça, c'est un résultat un peu paradoxal de la thérapie que les familles ne comprennent pas toujours. C'est-à-dire que quand les patients anorexiques commencent à être traités et à aller considérablement mieux, il y a un risque d'effondrement dépressif qui est vraiment maximal. Parce que l'anorexie est quand même une structure défensive par rapport au risque interne de dépression. C'est quand même une manière de se tenir au-dessus de l'effondrement dans une maladie, mais qui relève quand même du contrôle, de l'obsession. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, tandis que pour l'effondrement dépressif, et d'ailleurs c'est ce que dit Winnicott, il faut un certain degré d'abandon quand même de soi-même. Et c'est pour ça que pour lui, paradoxalement, il dit que la dépression est la maladie mentale la plus saine, c'est-à-dire celle qui contient le plus d'espoir, ce qui est un discours qu'on n'entend peut-être pas assez, mais pour lui, les patients qui, d'une certaine façon, qui sont suffisamment avancés dans leur thérapie pour s'abandonner totalement à la dépression, à cette espèce de désorganisation totale de leur personnalité, sont ceux qui sont les plus malléables en quelque sorte au niveau de la thérapie, et qui vont pouvoir reconfigurer à un niveau très profond leur personnalité pour la reconstruire sur des bases un peu plus solides et un peu plus saines justement. Mais encore faut-il avoir accepté de sombrer
dans cette désorganisation, alors où effectivement le risque de suicide est peut-être le plus élevé, mais où aussi conjointement les possibilités thérapeutiques sont là aussi les plus importantes. Et donc c'est vrai que souvent quand les anorexiques, alors c'est ce que dit Hildebruch aussi à propos de ses patientes, elle dit que souvent elles ne prennent conscience de leur désespoir profond qu'une fois qu'elles sont au seuil de la guérison. Et donc il y a un certain déni de la réalité de ce désespoir, c'est-à-dire que les anorexiques ne sont pas conscientes de leur vision, on pourrait dire métaphysique de l'existence, et du désespoir profond avec lequel elles envisagent l'existence, une sorte de déception qui est vraiment à la racine de leur personnalité, qui font qu'elles ne sont pas réconciliées avec l'existence terrestre, d'où cette aspiration effectivement à quelque chose qui serait spirituellement plus élevé. Et c'est vrai que ça, c'est une chose sur laquelle il y a une grande cécité pendant tout le temps de la maladie. Donc, moi je pense que pour celles qui guérissent, elles sont capables de faire face à ça, elles sont capables de faire face à cette déception profonde qui est vraiment au cœur de leur personnalité et qui font qu'elles ont un conflit avec l'existence corporelle, terrestre, finie. Pour celles qui vont jusqu'à la mort, je pense qu'elles restent dans une forme de déni, mais effectivement, d'une certaine façon, la mort est quand même une issue par rapport à cette déception. Simplement, il n'y a pas tout ce processus de prise de conscience et d'acceptation du réel. Dans la guérison, il faut quand même qu'il y ait en donné une acceptation justement de cette dimension finie de l'existence. Probablement que celles qui vont jusqu'à la mort n'ont peut-être pas la ressource pour faire face à ça. Et donc, l'issue assez naturelle, effectivement, c'est la mort. C'est dans la continuité de l'anorexie mentale. Mais juste, je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette idée que dans le traumatisme, on aurait un self qui serait altéré. Ça permet de définir le faux self pour Winnicott. C'est-à-dire que pour lui, la notion du faux self, c'est... En fait, il étudie les rapports entre la mère et le nourrisson. Et il dit dans les cas où la mère est déprimée, et donc elle est défaillante ou elle est indisponible, l'enfant exprime en fait des besoins et des désirs, et la mère n'est pas en mesure de percevoir ces désirs instinctivement, et elle ne va pas les reconnaître comme tels et leur apporter une satisfaction. Or justement, le nourrisson a besoin d'avoir ce que Winnicott appelle une illusion de toute puissance ou d'omnipotence, c'est-à-dire que quand on est vraiment bébé, on s'imagine que dès qu'on exprime un désir, en quelque sorte magiquement, on obtient une forme de satisfaction. Donc le monde extérieur n'existe pas tout à fait, on fait partie du corps de la mère, le corps de la mère c'est l'environnement extérieur en quelque sorte, et il y a cette espèce de rapport magique entre un besoin qui est exprimé et la réponse qui est apportée. Et donc le bébé se croit tout puissant, ce qui est normalement indispensable dans la construction, c'est-à-dire qu'il faut avoir pu se croire tout puissant pour pouvoir accepter ensuite qu'on ne l'est pas, et prendre conscience justement du réel et de l'existence du monde extérieur, et du fait que ce monde extérieur peut apporter parfois des résistances, des contrariétés, des frustrations. Mais encore faut-il avoir pu vivre pleinement ce complexe d'omnipotence. Or, justement, dans les cas où la mère n'est pas disponible, où elle est absente, où elle est déprimée, eh bien l'enfant est frustré dès justement les premiers stades de son développement psychologique. Et ce que dit Winnicott, c'est que comme il est en danger, eh bien il crée un faux self, c'est-à-dire qu'il est obligé de séduire sa mère pour attirer son attention. Et donc par exemple, il devient un joueur, ou il va essayer de la faire rire, ou il va essayer d'attirer son attention d'une façon ou d'une autre, en n'exprimant pas non plus d'émotions négatives, parce qu'en fait il perçoit d'une façon que sa mère est débordée, et que donc il ne peut pas être dans la demande, dans le besoin. Et en fait cette séduction, pour Winnicott, c'est la racine du faux self, c'est-à-dire que le faux self, c'est cette écorce extérieure de personnalité qui permet de se mettre en accord avec une mère qui n'est pas présente, qui protège le noyau du véritable self, et qui permet de s'adapter à un environnement, on va dire, défaillant. Sauf que ce faux self, quand il recouvre totalement l'identité réelle, il peut être très très opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent réussir professionnellement avec un faux self, donner l'impression même socialement d'être hyper adaptés, d'être épanouis dans leurs relations, mais qui vont avoir malgré tout toute leur vie le sentiment de passer à côté d'eux-mêmes, de ne pas réussir eux-mêmes à se connecter profondément à ce qu'ils sont, qui auront un sentiment d'ignorance même d'eux-mêmes en quelque sorte. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que je pense que les anorexiques sont aussi vraiment dans ce cas-là. Oui, donc vous dites qu'il peut y avoir dès la relation entre la mère et l'enfant
l'émergence d'un faux self, voilà. Et dans certains cas qui sont les plus graves, d'une certaine manière, la tension avec ce faux self peut conduire à une anorexie. Oui. Il y a cette instabilité qui est avec un artifice de soi en réalité, dont on n'a pas envie, fondamentalement, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, fait qu'ensuite il peut y avoir une dérive vers de l'anorexie. C'est ça un peu que vous dites. Oui, je pense. Je pense que dans l'anorexie, il y a, la conclusion à laquelle je suis arrivée dans ma thèse, c'est qu'il y avait une ignorance très douloureuse du véritable soi, et que donc l'anorexique a un appétit d'elle-même, en fait, en quelque sorte. C'est ça qui est, c'est-à-dire que la faim, qui se dirige accidentellement vers la nourriture, est en réalité un appétit qui a un autre objet et qui pour moi est justement le soi. C'est-à-dire que c'est même pas un appétit qui est dirigé vers les autres, c'est même pas un appétit de reconnaissance, c'est même pas un appétit d'amour, enfin, au sens où on voudrait être aimé ou être reconnu. C'est vraiment qu'on voudrait pouvoir se connaître et être relié profondément à soi, parce qu'il y a une partie du soi qui est comme manquante. Et ça, il y a un psychanalyste américain, Thomas Ogden, qui en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé de la vie manquée, du sentiment de vie manquée, de vie non vécue d'un certain nombre de patients qui venaient le voir en analyse. Et il l'interprète vraiment comme ça, c'est-à-dire que il y a ce sentiment, de ne pas accéder profondément, fondamentalement à une partie de soi-même. Et je pense que dans l'anorexie, ce qui est paradoxal, c'est que pour pallier cette frustration, cette incomplétude, on va dire, dans la connaissance de soi, on élabore encore plus le faux self. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hyper-fonctionnalité du faux self, d'hyper-élaboration, et qui fait que, à défaut d'accéder à ce soi profond, on accède au moins à une fausse identité qui est tellement fonctionnelle que, en fait, on essaie de réduire l'écart par un surcroît d'opérationnalité du faux self, en quelque sorte, c'est-à-dire de le rendre le plus riche et le plus opérationnel possible pour compenser effectivement ce manque de soi. Mais qui en même temps va vraiment dans l'idée que le soi qu'on voudrait connaître et qui nous manque, c'est aussi un soi qu'on ne veut pas voir, parce qu'il peut être lié effectivement à un vécu traumatique et qu'on a du mal à le démêler de ce vécu traumatique. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire Oui, et ma question c'est pourquoi seulement avec l'anorexie et pas avec d'autres maladies de conduite alimentaire comme l'obésité ou la boulimie ou d'autres maladies de conduite alimentaire. Oui, non, c'est très intéressant. La boulimie, en réalité, est souvent liée à l'anorexie, c'est-à-dire qu'il y a deux formes qui sont répertoriées dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il y a l'anorexie de type 1 et l'anorexie de type 2. Donc type 1, c'est purement restrictif, c'est-à-dire des gens qui vraiment arrêtent quasiment de manger. Et le type 2, c'est des personnes, donc c'est le mixed type, donc c'est lié à de la boulimie, c'est-à-dire que des personnes font des crises de boulimie très régulièrement et elles se font vomir. Et généralement, le type 1 bascule dans le type 2, c'est-à-dire qu'il y a une restriction pure, mais comme au bout d'un moment, la faim devient vraiment, ravage totalement le sujet, ils découvrent la possibilité de manger des quantités extraordinaires de nourriture et de se faire vomir après, et donc d'avoir un poids qui reste quasiment identique. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même souvent cette boulimie. Pourquoi l'anorexie? Je pense parce que... oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, mais je pense que par l'amaigrissement du corps, ce qui compte, c'est moins l'amaigrissement en lui-même que les représentations sociales qui sont associées à la maigreur, dont l'anorexie est consciente et dont elle va jouer. C'est-à-dire qu'elle sait à quoi les gens associent d'une certaine façon visuellement la maigreur. Il y a cette idée qu'un corps maigre pour les anorexiques, mais elle pense que c'est le jugement commun ou le jugement collectif qui le veut, c'est associé à l'idée d'une capacité de discipline, une capacité de travail sur soi, un grand volontarisme, une tendance à être plutôt ascétique, à se consacrer au travail de l'esprit, au travail intellectuel et à ne pas céder aux désirs pulsionnels ou physiques. Et donc je pense que comme il y a encore une fois cette honte de soi qui est profonde et cette honte des besoins, on pourrait dire que c'est comme le nourrisson qui est obligé de dissimuler sa nature dépendante, sa nature vulnérable et les besoins qu'il a, puisqu'il sent que sa mère est débordée par ses besoins et qu'elle n'y répondra pas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où l'anorexique se dit qu'elle doit dissimuler elle aussi ses besoins, parce que c'est comme si c'était une partie honteuse ou reniée de soi-même,
Et donc la maigreur, ça permet quand même de véhiculer cette idée que je domine fondamentalement ses besoins, d'où un sentiment de supériorité qui est parfois incompris du corps médical, parce que certains psychiatres pensent que les anorexies sont très orgueilleuses, qu'il y a quelque chose d'un défi. C'est vrai qu'elles se sentent supérieures aux autres parce qu'elles se disent qu'elles arrivent à dominer ses besoins et que tous les autres sont faibles en quelque sorte. Mais en fait, cet orgueil est finalement la conséquence de la honte profonde qu'elles ont de leurs propres besoins, et alors qu'en fait, il faudrait qu'elles puissent se réconcilier avec cette partie dépendante, on va dire, de leur être pour pouvoir aller mieux. Et est-ce qu'il y a, peut-être pour conclure, parce que tout ça, on pourrait être passionnant, est-ce qu'il y a des messages qui peuvent être adressés à des personnes qui entrent dans l'anorexie, ce qui veut dire qu'il faut peut-être avoir conscience qu'on ne va pas bien, avoir la force, l'envie, je ne sais pas, le courage de faire appel à quelqu'un. Est-ce que ce sont plutôt les proches qui doivent alerter? Comment essayer d'éviter ces scénarios que vous évoquez, qui peuvent prendre des embranchements différents, mais qui souvent, parfois finissent de manière tragique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui s'enferme, pourrait-on dire, dans ces cycles anorexiques pour... comment faire pour se dire tiens, c'est le moment d'aller consulter avant que la situation ne devienne trop tragique ou trop difficile. Je ne sais pas si vous avez l'air de dire en même temps qu'on est, comment dire, il y a une tentation de la dérive d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui entrent dans ce cycle-là pour qu'ils s'arrachent à cette tentation? Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre le moment qui peut être très terrifiant où on perd totalement le contrôle et où on a vraiment le sentiment d'être malade, puisque les mécanismes anorexiques et boulimiques deviennent totalement incoercibles, enfin vraiment incompressibles. Donc c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant. Honnêtement, le conseil que je pourrais donner, ce serait de chercher à se connaître. Alors c'est presque un conseil socratique, en fait, philosophique, en dernier ressort, mais je crois qu'il faudrait avoir le courage de la connaissance de soi. C'est Joyce McDougall, qui est une psychanalyste que j'aime beaucoup, qui disait qu'elle saluait le courage de ses patients parce qu'ils avaient mangé à l'arbre de la connaissance et que ce faisant, ils avaient perdu leurs illusions, mais qu'ils allaient mieux, qu'ils étaient devenus sains, justement, à travers cette connaissance. Et je pense que oui, pour ne pas basculer dans l'anorexie, il faudrait avoir le courage d'aller au fond de soi-même, de se connaître, pour ne pas passer par ce subterfuge en quelque sorte qui permettrait d'échapper à la connaissance de soi. Quasiment un chemin philosophique ou psychologique, je ne sais pas, ou les deux, je ne sais pas. Quelque chose d'introspectif et de philosophique, mais il faudrait aller contre la haine et la honte de soi à un niveau très profond, c'est-à-dire reconnaître l'existence de cette haine et de cette honte profonde, et essayer de voir cette partie de soi dont on ne veut pas reconnaître l'existence et qui pourtant est toujours en nous et qui nous accompagne et de toute façon qui va ressurgir à un moment ou à un autre. Très bien, écoutez Margot Mérand, merci. Voilà une belle conclusion qui dessine quand même des pistes d'espoir. Donc on rappelle le titre de votre livre, La maladie du faux soi, qu'on trouvera au mois d'avril sur toutes les plateformes et dans les bonnes librairies. Merci infiniment pour cet entretien. Merci beaucoup.